Bonjour et bienvenue dans Microscope, le podcast du groupe Euralis. Je suis Anaïs et je co-animerai ce podcast avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Anaïs. On se retrouve tous les mois pour évoquer l'actualité de la COP et de ses acteurs. Sans plus attendre, je te propose de passer au sommaire Olivier. Oui, alors dans un instant, nous ferons un point sur les marchés agricoles et sur les tendances pour les prochaines semaines avec Benoît Boulet. Avec Olivier Robben, nous verrons comment Euralis s'organise face à l'augmentation du prix de l'énergie. Savez-vous que l'Asie est, après l'Europe, le deuxième marché d'exportation du foie gras français ? Nous irons à Tokyo rejoindre Nadège Odéan-Dmitriev. Et enfin, si vous aimez le pain, les pâtes ou la semoule, ne ratez pas le rendez-vous proposé tous les mois par Nathalie Salmon et Céline Cazenave. En 2 minutes, vous saurez tout sur le blé. Tous les mois, nous ferons avec Benoît Boulet de la direction des marchés du pôle agricole un état des lieux des marchés et des perspectives. Alors Benoît, que retenir de ce mois de septembre 2022 qui vient de se terminer ? Alors les marchés ont été, comme vous le savez, très agités. Bon, je reviendrai plutôt sur 2021 où on avait des prix en maïs par exemple qui étaient extrêmement élevés. Et puis évidemment, on a eu la guerre en Ukraine qui a fait exploser les cours parce que des inquiétudes sur l'approvisionnement mondial en maïs et pas seulement en maïs. Et puis vers l'été, vers début juillet, on a eu des prix qui ont commencé à se dégonfler un petit peu. Et puis évidemment, la crise climatique qu'on a connue cet été, évidemment, a été promotrice de prix beaucoup plus élevés. Et on est de nouveau sur des niveaux très importants. À titre d'exemple, on est arrivé sur le maïs à 380 euros par tonne, au milieu de cette année, pardon. Et puis aujourd'hui, on est à peu près à 320, 330. Donc on est revenu sur des niveaux très importants, après être descendu jusqu'à 275. Au niveau de la collecte, comment elle s'annonce ? Alors la collecte, évidemment, avec l'épisode climatique extrême qu'on a connu cette année, s'annonce mauvaise, très compliquée pour les agriculteurs, avec le manque d'eau et la chaleur qui, évidemment, a frappé le maïs en particulier au moment de la pollinisation. Donc des potentiels qui se sont très fortement réduits, avec évidemment des grandes disparités entre les zones qui sont irriguées, celles qui ne le sont pas, les terres profondes, les terres un peu plus drainantes. Donc on s'attend à des résultats très disparates et de toute façon à une baisse importante de la collecte. Quelles sont les perspectives pour les semaines qui viennent au niveau des marchés ? On a plusieurs façons de regarder le marché. On a évidemment le côté fondamental, l'analyse de la demande, de l'offre. On a une récolte russe de blé qui est monstrueuse cette année. Ils font plus 25% par rapport à l'an dernier. Donc on a 100 millions de tonnes, ce qui représente 10% de la production mondiale. Donc c'est considérable. Évidemment, la Russie est le premier exportateur de blé au monde. Donc on a cette récolte qui serait plutôt un facteur baissier, mais en même temps on a des éléments où effectivement en Ukraine on n'arrive pas à sortir toutes les céréales qu'il faudrait. Évidemment on a la situation en Europe de l'Ouest où on a un déficit en production, particulièrement de maïs. Je dirais la façon aussi de regarder le marché, c'est le côté un peu plus macroéconomique avec, comme vous le savez, une inflation forte, des taux d'intérêt qui sont en train de monter très fort, et puis un euro qui chute contre le dollar, ce qui évidemment est aussi un facteur de soutien du marché parce que ça fait la promotion à l'exportation, ça nous rend plus compétitifs à l'export. Donc il faut que les marchés résistent à ça et naturellement c'est plutôt un élément de soutien. Et puis évidemment il y a la grosse inconnue qui est évidemment le géopolitique avec une situation, comme vous le savez, en mer Noire qui est extrêmement complexe et imprévisible et dont les conséquences sont impossibles à prévoir. Mais qui sont, étant donné le langage guerrier qui est utilisé dans les médias, qui est plutôt un facteur de soutien interne. Et pour ceux qui souhaitent plus d'informations marché, détaillées et réguliers, sachez qu'Euralis propose une offre Piloter sa commercialisation. N'hésitez pas à contacter votre conseiller ou Terre Vive le Fil. Cette année, la période de collecte s'annonce inédite à plus d'un titre, d'une part avec l'impact de la sécheresse de cet été, mais aussi avec l'actualité des marchés de l'énergie. Pour aller plus loin sur le sujet, je reçois Olivier Robben. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, tu es responsable des énergies pour le groupe Euralis.
Entre autres missions, tu es en charge de l'achat de l'énergie nécessaire au séchage du maïs. Pour commencer, peux-tu nous dire quelles énergies sont utilisées pour sécher notre maïs? Alors pour sécher le maïs, l'énergie principale c'est le gaz naturel, et en énergie secondaire, pour tout ce qui est manutention et ventilation, on a de l'électricité, mais la collecte représente 40% des volumes annuels d'électricité. Quels sites du groupe Euralis sont concernés? Alors, les 14 silos sécheurs du dispositif, alors les principaux, c'est l'Escar, Marquefave, Barcelone, Nouillan, Mont, et après on a Ramous, Oloron, Onde, voilà. Comment tu procèdes pour l'achat du gaz? Qui t'exprime les besoins? Qui sont tes interlocuteurs, côté fournisseur, côté Euralis? Côté Euralis, pour commencer, c'est la direction des opérations achats du pôle agricole. Donc ce sont eux qui, avec le plan opérationnel, me remontent les besoins au moment du budget, en disant, voilà, on estime faire tant de tonnes. Moi, j'ai les calculettes, en fonction du taux d'humidité, on s'est mis des règles de calcul qui sont capables de transformer les tonnes de maïs en mégawatts. Donc, en fonction du plan opérationnel, ça me donne une quantité de gaz à approvisionner pour la collecte. Ça, on va dire que c'est au mois d'avril, lorsqu'on fait les budgets, au mois de mars-avril. Et ensuite, en fonction de la météo et de comment s'est passée la croissance des plantes, on fait un nœud zéro et moi, je réajuste. Tu commences le processus d'achat de gaz à quelle période de l'année et sous quelles conditions? C'est en fonction des marchés. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des opportunités sur le marché, je peux aujourd'hui fixer, si je voulais, si on avait un écroulement des marchés pour les 2 prochaines années, comme je suis en contrat jusqu'à fin 2024, je pourrais théoriquement acheter mon gaz pour 2024. On n'achète pas le gaz d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de petits pas, c'est-à-dire qu'on accompagne le marché en prenant 20, 25%, 10% et en suivant les évolutions pour ne jamais être trop décalé comparé au marché. Après l'année très agitée qu'on vient de vivre, comment vois-tu le marché de l'énergie dans les 2-3 années à venir ? Fatalement, ça va avoir un double impact sur les typologies de contrats dont on va pouvoir bénéficier et un impact sur le coût de la prestation de séchage. Les marchés de l'énergie sont très liés à l'actualité géopolitique, donc on ne voit pas d'amélioration avant de longs mois, 12 à 18 mois. En revanche, la deuxième conséquence majeure, et ça va impacter fortement le monde agricole dans son fonctionnement, c'est que jusque-là, on avait négocié des contrats sans engagement de volume. Donc aujourd'hui, il va falloir que Euralis soit capable de s'engager sur des volumes précis. Si on les consomme, très bien. Si on consomme plus, le surplus, ça sera au prix du marché. Mais si on consomme moins, ce qu'on n'a pas consommé sera revendu sur le marché. Si le marché a monté, très bien. Si le marché a baissé, ça sera une facture complémentaire pour le monde agricole. On va devoir être beaucoup plus précis que ce qu'on était, parce que sinon, ça va nous coûter excessivement cher. D'autres informations sur la vie de la coopérative ce mois-ci, Olivier ? Oui, tout d'abord, Euralis qui rejoint le fonds de financement des startups Cap Agro 2. Ce fonds accompagne les startups dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation ou de la nutrition, porteuses de solutions et de technologies innovantes. Alors, il réunit des partenaires d'Euralis comme les groupes Avril, Crédit Agricole, BPI France, mais aussi Bell ou le groupe coopératif Terrena. Et parmi les startups accompagnées, on trouve notamment Naio Technologies, Agriconomie, La Vie, Clean Greens ou Eco Robotics. C'est une première pour une COP dans le sud-ouest. Un camion 100% électrique a été testé sur notre site de l'Escar à l'occasion de la collecte. Une dizaine de chauffeurs ont testé ce véhicule lors des rotations entre les exploitations agricoles des adhérents et le silo de l'Escar. Et visiblement, tous ont apprécié le confort et la maniabilité du camion, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la politique de mobilité verte mise en œuvre par la coopérative et plus largement dans la stratégie RSE du groupe. Prenez date, le prochain trophée Jean Rougier aura lieu le 14 janvier 2023 à Sarlat en Dordogne, lors de la fête de la truffe. Le jury de 18 chefs sera présidé par le chef triplement étoilé et meilleur ouvrier de France, Christophe Baquier. Le trophée Jean Rougier est ouvert aux élèves de 18 à 25 ans, étudiants en terminale bac pro, BTS ou bachelor cuisine. Tous rêvent de devenir à leur tour les chefs de demain. Début septembre, le 40e salon FHA se tenait à Singapour. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour le marché de l'Asie du Sud-Est. Rougier, la marque de foie gras à destination des professionnels, y était.
Je vous propose d'en apprendre plus sur le marché asiatique de la marque des chefs avec Nadège Odéan-Mitrieff, responsable marketing pour Rougier Asie. Alors, le marché asiatique, pour Rougier, c'est 14 pays. Donc, ça veut dire qu'on a des niveaux de développement économique assez différents. On a des pays mûrs économiquement, on a des pays qui sont fluctuants au niveau économique, on a des pays qui sont en croissance, des pays assez stables économiquement. Et donc, nous nous adaptons aux contraintes et aux opportunités qu'offre chaque marché grâce à un lien étroit avec notre représentant sur place, qui est la société importatrice partenaire. On a quand même une cuisine française qui est souvent bien installée et une cuisine japonaise qui est très valorisée. Par contre, le travail de pénétration du marché et d'évolution des usages est très lente et fastidieuse. C'est un travail qui est intrinsèquement lié à des cultures différentes qui peuvent être très marquées. Et pour vous donner un exemple assez concret, on a le Japon qui est notre marché principal, qui est économiquement très stable, avec un marché de la gastronomie mature, très développé. Tokyo, où nous on a le bureau principal, mais on a aussi Osaka. Tokyo compte 160 000 restaurants et c'est la ville la plus étoilée au monde. Et c'est une des raisons pour laquelle l'exigence de qualité y est très très élevée. Merci Nadège pour ces précisions depuis Tokyo. Autre rubrique que vous retrouverez tous les mois, en 2 minutes nous en apprenons plus sur une production agricole ou alimentaire, aujourd'hui le blé. Saviez-vous qu'avec 1 hectare de blé tendre, on peut produire 25 000 baguettes ou 900 000 petits beurres? Vous voulez être incollable sur le blé dur, de force ou tendre? Eh bien prenez 2 minutes et écoutez toutes les explications de Nathalie Selmon et de Céline Cazenave. T'as 2 minutes ? Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Et si nous nous intéressions au blé ? Cette céréale, bien connue, ne date pas d'hier, Nathalie. C'est le moins que l'on puisse dire. En effet, c'est une longue histoire. Le blé semble trouver ses origines du côté du Proche-Orient et il aurait été cultivé pour la première fois 8000 ans avant Jésus-Christ. Depuis, il a fait un sacré bout de chemin. Aujourd'hui, le blé se hisse sur le podium des 3 céréales principales produites et consommées dans le monde avec le maïs et le riz. Et c'est la céréale la plus échangée sur les marchés internationaux. La Chine est le premier producteur de blé avec plus de 130 millions de tonnes produites en moyenne chaque année, devant l'Inde, la Russie, les États-Unis et la France. Le blé est donc une culture répandue dans l'Hexagone ? Tout à fait. Il faut savoir qu'un grand nombre de variétés de blé sont cultivées chez nous. On en compte pas moins de 400. Mais pour faire simple, il existe 2 principaux types de blé sur le marché. Le blé dur, qui se caractérise par la dureté de son amande, il est utilisé pour la production de semoules et de pâtes. Et le blé tendre, qu'on appelle aussi froment. C'est lui l'ingrédient de base de la farine utilisée pour la fabrication du pain. Le principal débouché du blé, c'est donc l'alimentation humaine ? Absolument. 60% des récoltes de blé sont consommées par l'homme et 30% par les animaux. Les 10% restants correspondent aux débouchés industriels, je pense entre autres à l'amidonnerie et à la production de biocarburants. Les 900 producteurs de blé d'Euralis exploitent naturellement ces débouchés. Chaque année, ils nous confient leur production. Au total, le pôle agricole assure la vente de 55 000 tonnes de blé tendre, 25 000 tonnes de blé de force et 10 000 tonnes de blé dur. Et du côté de l'IDEA ? L'IDEA, de son côté, commercialise 5 variétés de blé dur et 52 variétés de blé tendre. Et il est reconnu pour son expertise dans la sélection des blés de haute qualité boulangère. Il faut dire que l'IDEA a créé un programme de recherche dédié sur le sujet qui comprend 2 stations de recherche et un réseau de 40 000 micro-parcelles réparties dans 13 pays partout dans le monde. L'IDEA a ainsi conduit plus de 3000 analyses technologiques pour évaluer la valeur boulangère des farines et des pâtes à pain. De quoi regarder sa baguette de pain d'un œil différent sur la table du petit déjeuner. Merci Nathalie pour ces précisions. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Ocha ou encore Apple Podcast. Merci Olivier. Merci Anaïs. Au revoir.